Les heurts entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel risquent d'engendrer des conséquences fâcheuses aux populations de la sous-région. Le 6 juillet, le Mali et le Burkina se sont retrouvés au Niger au nom de leur tout premier sommet. Lors de ce sommet, les dirigeants des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont acté la rupture avec la CEDEAO. Le 7 juillet, la CEDEAO réagit à Abuja, au Nigeria, lors de la rencontre des chefs d'État. Selon Omar Aliou Touré, président de la commission de la CEDEAO, ce retrait affectera les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces trois pays. Il pourra aussi entraîner l'arrêt ou la suspension de tous les projets et programmes de la CEDEAO en cours dans ces pays. Le divorce avec la CEDEAO impactera également la coopération en matière de sécurité, notamment le partage des informations à caractère sécuritaire. Il menace aussi la liberté de mouvement et d'établissement des personnes, ce qui pourrait conduire à l'instauration de visas pour les citoyens de l'AES avant de circuler dans l'espace CEDEAO. Pour essayer de recoller les morceaux, le président togolais Faure Gnassingbé et le président sénégalais Diomaye Faye ont été désignés pour jouer la médiation entre la CEDEAO et l'AES pour amener le Mali, le Niger et le Burkina au sein de la CEDEAO. La crise sécuritaire au Sahel a entraîné un afflux massif de réfugiés et de déplacés internes, surtout dans le nord du pays, région la plus touchée par les attaques. Juste pour cette année 2024, le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR a recensé 32 000 déplacés internes dans le nord. Outre les déplacés internes, l'organisme a dénombré près de 38 000 réfugiés en provenance principalement du Burkina Faso. Ces populations, à cause de leur situation, connaissent une crise alimentaire. Selon une analyse du cadre harmonisé, plus de 400 000 personnes au Togo font face à des niveaux de crise d'insécurité alimentaire aiguë, la région des savanes étant la plus touchée. Pour le Programme alimentaire mondial PAM, un plan de riposte a été fait et dont la valeur atteint presque les 13 milliards de dollars pour soulager les populations des pays du Golfe de Guinée. Le 28 juin dernier, une série de distributions de vivres et de non-vivres a démarré dans le nord du pays. Près de 64 000 réfugiés et déplacés internes ont été ciblés dans 170 villages. Une alimentation supplémentaire préventive sera aussi mise en place pour prévenir la malnutrition aiguë chez les enfants. Selon les estimations du Haut Commissariat pour les réfugiés, le nombre de déplacés et de réfugiés pourrait atteindre 120 000 d'ici la fin de l'année 2024. Au Togo, le taux d'électrification nationale a considérablement augmenté au cours des dernières années, passant de 23% en 2010 à 60% en 2021. À la fin de l'année 2023, ce taux a été évalué à 68%, soit une progression de 18% en 3 ans, puisque en 2020, il était de 50%. En effet, si le taux d'accès à l'électricité est arrivé à ce stade, c'est grâce à plusieurs initiatives telles que le Fontenga, qui a permis à plus de 600 000 ménages d'avoir accès à l'électricité. Outre le Fontenga, l'on peut citer entre autres le projet d'installation de 50 000 lampadaires solaires autonomes lancé l'année dernière, sans oublier la mise en place du central solaire de Blita avec sa capacité de 50 MWc. Toutefois, si environ 4/5 des zones urbaines ont désormais accès à l'électricité, seul un territoire rural sur 10 est électrifié. Rappelons que sur l'ensemble du territoire, c'est dans les savanes que le taux d'électrification est le plus faible. Des dizaines de Kenyans auraient été victimes d'enlèvements selon des groupes de défense des droits de l'homme lors des manifestations qui visaient à annuler les hausses d'impôts au Kenya. Ce mouvement de contestation a provoqué la crise la plus grave de la présidence de William Ruto. Bien que William Ruto ait retiré les hausses d'impôts, ce qui constitue une victoire pour le mouvement, la réaction brutale aux manifestations a fait craindre un recul des droits de l'homme au Kenya. Au moins 39 personnes ont été tuées lors d'affrontements avec la police et certains manifestants ont brièvement pris d'assaut le Parlement la semaine dernière.
Le président kényan a proposé vendredi des mesures alternatives à la hausse des impôts pour résoudre un déficit budgétaire de 2,7 milliards de dollars. Ruto a annoncé des réductions de dépenses d'1,39 milliard de dollars et un accroissement des emprunts de 1,32 milliard de dollars. Pris entre les exigences du Fonds monétaire international et une population souffrant de la hausse des coûts de la vie, le président Ruto a annoncé des mesures d'austérité, notamment la dissolution d'entreprises publiques et la réduction du personnel gouvernemental. Alors que l'armée israélienne continue de bombarder le territoire palestinien dévasté par près de 9 mois de guerre, les habitants de la ville de Gaza ont rassemblé leurs affaires et sont partis dimanche après qu'Israël a émis de nouveaux ordres d'évacuation. Dans les rues de la ville en ruine, des centaines de milliers de personnes ont été aperçues en train de quitter le territoire à pied. L'ONU estime que ces ordres d'évacuation touchent environ 250 000 personnes fuyant la ville de Khan Younes, située dans le sud de la bande de Gaza. Les ordres d'Israël n'offrent aucune garantie de sécurité, de logement adéquat ou de retour après la fin des hostilités pour les personnes déplacées. D'après les Nations Unies, le nombre de déplacés dans la bande de Gaza s'élève désormais à 1,9 million de personnes. En outre, la guerre a provoqué une catastrophe humanitaire dans ce territoire où 2,4 millions d'habitants vivent dans des conditions désastreuses. Des migrants ont traversé la Manche lundi jusqu'au port de Douvres dans le sud de l'Angleterre. Des images de Sky News montrent des migrants qui, selon la chaîne britannique, constituent les premières arrivées depuis la prise de pouvoir du Parti travailliste vendredi. Le nouveau Premier ministre Keir Starmer a déclaré samedi qu'il abandonnait la politique controversée de son prédécesseur, consistant à expulser les demandeurs d'asile vers le Rwanda. Le projet d'expulsion vers le Rwanda était présenté comme une solution qui dissuaderait les migrants de risquer leur vie en mer pour finalement se retrouver en Afrique de l'Est. L'initiative a déjà coûté plusieurs centaines de millions de dollars sans jamais prendre son envol. Il a été dénoncé par les défenseurs des droits humains et les associations des migrants. Keir Starmer n'a pour l'instant pas indiqué sa stratégie alors que les arrivées de migrants ont atteint des records depuis le début de l'année. Le Premier ministre haïtien Gary Conille et les 9 membres du Conseil de transition commémorent les 3 ans de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le chef d'État a été abattu de 12 balles par un groupe d'hommes armés qui a envahi son domicile à Port-au-Prince le 7 juillet 2021 pour finir par le tuer. Haïti a connu depuis une flambée de violence des gangs qui a conduit le Premier ministre de l'époque, Ariel Henry, à demander le déploiement d'une force armée. Suite à cet acte immonde, le pays a expérimenté la violence sous toutes ses formes. Il en est résulté une banalisation de la vie avec la multiplication des actions des gangs armés contre le paisible citoyen. Le premier contingent de policiers étrangers soutenu par les Nations Unies est arrivé en Haïti à la fin du mois de juin, soit près de 2 ans après la demande d'aide d'urgence du pays. Aux États-Unis, le ministère de la Justice a annoncé que Boeing avait accepté de plaider coupable d'une accusation de fraude criminelle liée aux 2 crashs meurtriers d'avions de ligne 737 MAX. Un juge fédéral évaluera le plaidoyer et la sentence qui font partie d'un accord conclu entre le géant de l'aérospatiale et les procureurs. En octobre 2018, un Boeing 737 MAX s'était écrasé en mer de Java, 13 minutes après son décollage de Jakarta en Indonésie, faisant 189 morts, et un autre 6 minutes après son décollage d'Addis Abeba en Éthiopie, tuant 157 personnes. La décision de Boeing est intervenue 1 semaine après que le ministère de la Justice ait donné à l'entreprise le choix entre un plaidoyer de culpabilité et un procès. Les procureurs affirment que Boeing a violé un accord de 2021 qu'il avait mis à l'abri des poursuites judiciaires.